Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier sur les métiers du tourisme. Alors voilà, on a attendu 4 petites minutes que les différentes personnes puissent se connecter et donc nous allons commencer. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, un petit programme. Donc, on aura 5 minutes d'accueil, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ensuite, on passera à la présentation des métiers, puis des différentes formations. Et alors, nous avons également une personne qui nous expliquera comment se passent les stages en entreprise. On se réserve de toute façon 10 à 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, vous imaginez bien, pour garder voilà, une qualité d'écoute et éviter du coup tous les effets de l'arsène et d'écho, on vous accueille avec les micros coupés. Par contre, vous avez un espace de discussion qui vous est dédié, donc n'hésitez vraiment pas à écrire vos questions dans cet espace-là. Et du coup, nous avons Sylvain Masson, notre super gestionnaire, qui va du coup répertorier toutes vos questions et les reposer du coup en live dans le moment des questions-réponses. Passé ce moment-là, on passera à la conclusion et du coup à la clôture de notre atelier. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 formateurs de l'EFP qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous avons Claude Tazio, donc, qui est administrateur de l'agence de voyage Art et Loisirs et qui nous présentera du coup le métier d'agent de voyage ainsi que de concepteur de produits touristiques. Nous avons également Alain Debac et Didier de Saint-Jean qui sont tous les deux guides touristiques. Alain Debac chez Bruxelles Bavard et au musée de la ville et Didier de Saint-Jean comme guide touristique et accompagnateur. Donc là, on a 2 personnes qui vont pouvoir nous présenter 2 facettes très différentes d'un même métier. Nous avons également la chance d'avoir 2 auditeurs qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui et qui donc vont pouvoir donner aussi un aperçu de la vie en tant qu'auditeur, donc entre la formation, les cours et le stage. Donc nous avons Isabelle Guillain qui est auditrice en guide touristique et Laure Momart qui est auditrice en agent de voyage. Alors, pour nous accompagner durant l'ensemble de l'atelier, nous avons Vinciane Hervers, qui est la responsable du pôle service et CBC, Sylvain Masson, qui est gestionnaire du pôle service et CBC et qui est également notre assistante chat du jour. Et nous avons Catherine Fournil, qui est déléguée à la tutelle et qui répondra du coup à toutes les questions relatives au stage en entreprise. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite avec le métier d'agent de voyage. Et donc, je m'adresse à Claude Tazio. Pouvez-vous nous expliquer une journée type de ce métier? Alors, Claude, il faut juste allumer le micro. Super. Oui, j'ai mis mon micro. Donc, bienvenue dans ce beau métier qui est celui d'agent de voyage. Alors, pour résumer une journée type, je vais utiliser plutôt quel grand mot parce que ça peut partir dans le désordre si on dit je me lève et que je vais me coucher, quoi. Donc, il y a, dans notre métier, il y a d'abord tout ce qui concerne l'accueil, l'écoute d'un client, la compréhension de sa demande, et ça c'est permanent dans notre journée, et vérifier quand même que nous avons bien tous intégré la demande précise du client. Puis ensuite viennent les recherches que nous devons effectuer tout au long de la journée sur les opérateurs avec qui nous allons travailler. Il y a les opérateurs belges qui sont des tours opérateurs ou traditionnels ou plus spécialisés. Et puis, il y a tout ce qui est à l'étranger également, qui sont des petits opérateurs que nous ne connaissons pas nécessairement tous les jours. Donc, on fait des recherches. Ensuite, le client nous a demandé de faire quelque chose, il faut le réaliser. Et donc, ça va nous obliger à construire. Donc, c'est la construction des programmes, la réalisation de ces programmes touristiques. Et puis, il ne faut pas oublier que dans la journée type, il y a quand même quelque chose qui parfois est plus difficile pour nous qui vendons du rêve, c'est la gestion administrative des dossiers, mais aussi celle de l'entreprise. Voilà, Charlotte, ça va se continuer dans le désordre, mais on peut en parler plus tard, si tu veux. Sans problème, merci Claude. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot d'explication sur les avantages et les contraintes de ce métier? Oui, les avantages, plusieurs de mes collègues au cours de ces journées ont parlé de passion. Ben, nous sommes vraiment dans un métier passion. Si nous sommes intéressés au voyage, c'est parce qu'on aime découvrir la nature, on aime découvrir les gens.
Et donc, ça, c'est une chose que notre métier nous offre quotidiennement. Et puis, il ne faut pas oublier que la personne qui vient devant nous vient avec un rêve. Eh ben, il faut faire en sorte que ce rêve devienne notre réalité. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous bénéficie, nous, intérieurement également. L'activité d'une journée est très diversifiée, donc ça, c'est aussi un intérêt de notre métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose toutes les heures. Et donc, ça varie très régulièrement. Et puis, comme il y a des choses très différentes, hein, quand on construit un programme, c'est du transport, ça peut être de l'avion, ça peut être du train. Avec l'écologie, maintenant, il faut un peu réfléchir aussi à ce qu'on est occupé à faire. Et puis, location de véhicules, des services divers. Il faut donner à manger aux gens, il faut les loger. Il faut leur faire découvrir la culture d'un pays, où il faut faire une activité sportive. C'est pour ça qu'ils s'étaient inscrits pour un voyage sportif, par exemple. Voilà, donc c'est très, très diversifié. Pour les contraintes, c'est que bon, là, il faut de la rigueur. C'est vraiment une contrainte obligatoire. Parce que si on ne réalise pas l'objectif qui nous est fixé par le client, on va droit à la réclamation. Et donc ça, il faut absolument éviter ce genre de choses. La concurrence Internet. Il faut qu'on soit meilleur qu'Internet par nos conseils, par notre présence, par nos sécurités que nous apportons aux clients avec notre agence de voyage par rapport à Internet. Et puis, malheureusement, il y a aussi apprendre à savoir gérer les réclamations et les litiges qui peuvent intervenir, mais des litiges qui ne sont pas toujours naturellement de notre faute, qui peuvent être parce qu'un client a raté son avion, une mauvaise connexion, et puis son voyage est mis en difficulté. On doit essayer de le récupérer tant qu'il est encore sur place, ou accepter de les recevoir. Et là, le sourire, malheureusement, n'est plus toujours de rigueur. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les avantages et les contraintes de notre métier, les plus et les moins. Merci beaucoup, Claude. Et du coup, vous avez un parcours assez impressionnant aussi. Et du coup, quels seraient les débouchés ou l'avenir, en tout cas, dans le métier d'agent de voyage? Alors là, le problème, c'est qu'on pose cette question en plein Covid. Et là, c'est un point d'interrogation pour nous, mais il va y avoir un changement fondamental important dans le métier dans les agences de voyage. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont partir, qui vont disparaître. On ne sait pas, c'est un inconnu pour l'instant avec les pays qui sont toujours en zone rouge, verte, etc. Donc on ne sait pas ce qui se passe, ce qui ne donne pas une confiance absolue pour les personnes de venir nous rejoindre. Oui, on a du boulot pour l'instant, mais du boulot pour gérer les difficultés des commandes qui ont été faites, qui ont été réalisées, qu'on doit annuler, qu'on doit reporter, etc. Alors là, c'est un peu une difficulté. Mais je crois que le Covid va évoluer, que les vaccins évoluent. Donc, ça veut dire qu'on sent qu'il y a une demande importante actuellement des clients pour voyager. Ils ont envie de bouger. Maintenant qu'il faut qu'ils puissent retourner dans les agences de voyage. Et ça, malheureusement, ce n'est pas nous qui connaissons l'avenir là-dedans. Mais il y en a qui vont disparaître, mais il y aura besoin d'avoir de nouveau des agents de voyage d'ici quelques temps. Et surtout des stagiaires aussi. Donc, du boulot en perspective quand même. Merci beaucoup, Claude. Du coup, je vais m'adresser à Laure Momart, qui est donc auditrice en agent de voyage. Et donc, Laure, comment vous vivez votre formation entre stage, cours et vie privée? Comment ça se passe? Personnellement, je trouve que ça se passe assez bien parce qu'on arrive à vraiment tout mettre en place. Les professeurs nous donnent des exercices, des cours qu'on peut facilement mettre en lien rapidement dans nos stages. Donc, on a vraiment de la théorie et la pratique tout de suite. Donc, ça, c'est un point très important pour moi. Ensuite, je trouve personnellement qu'il n'y a pas d'excès de demandes de travaux, de choses à faire. Donc, pour la vie privée, on a une facilité de tout savoir mettre en place et compartimenter tout ça pour pouvoir tout faire. Donc, moi, personnellement, j'apprécie assez fort et voilà, il n'y a pas d'excès de travail nulle part. Bon, malheureusement, avec le corona ici, ça n'aide pas en stage. Mais voilà, on arrive à tout gérer et tout est possible. Et si les élèves ont des difficultés, ils peuvent facilement en discuter avec les professeurs qui arrivent à créer une communication et un lien pour rassurer l'étudiant et à franchement le mettre en confiance pour qu'il arrive à se remotiver et revenir dans le travail et dans la motivation de réussir. Super. Un tout grand merci pour votre témoignage. C'est très précieux. Avec plaisir.
Alors, on va passer du coup au deuxième métier de cet atelier, donc guide touristique. Et donc, je vais donner la parole à Alain Debac. Est-ce que vous pouvez nous raconter, enfin, nous expliquer un peu une journée type de votre métier? Alors, Alain Voilà, Debac, voilà. ah, super. J'ouvre mon micro, excusez-moi. Voilà, donc à cette question, c'est très difficile de répondre dans notre cas parce que justement, il n'y a pas de journée type. Claude en a déjà parlé indirectement, mais en fait, le métier étant tellement varié que chaque jour est différent et ça dépend effectivement aussi du type de guide que l'on est. Alors, je vais faire un lien avec, je dirais, la dernière question que vous me poserez concernant les débouchés, parce qu'un guide peut travailler à l'extérieur, peut travailler dans des musées, peut travailler dans des expositions, peut travailler en ville, en Belgique ou à l'étranger. Et donc, ça donne un panel très large, effectivement, de possibilités au niveau du travail. Et donc, en fonction de cela, la journée type va, si journée il y a journée type, varier bien sûr d'un jour à l'autre. Néanmoins, en général, la plupart des guides aujourd'hui, nous sommes des indépendants. Donc, il y a tout à gérer, c'est-à-dire qu'effectivement, de suivre les demandes qui nous sont formulées, qui peuvent venir de tour opérateurs, de musées, d'associations culturelles qui font appel à nous. Donc, il y a vraiment une multitude aussi. Donc, ça, ce travail-là, ça fait partie d'une journée type, je dirais. Mais une fois qu'on est sur le terrain, eh bien, on est avec des groupes qui peuvent faire une demande pour une journée, une demi-journée, ou bien on voyage avec les personnes pendant une semaine en car. Donc, c'est effectivement très, très varié. Et donc, on se retrouve dans des tas d'endroits différents. Et donc, ça signifie qu'on doit avoir un bagage très large pour répondre, je dirais, à la demande de notre clientèle, des gens qui nous accompagnent. Certains étant, je dirais, des personnes qui ne connaissent peut-être pas énormément ou rien au sujet et à l'endroit où on va. Et puis, il y a des personnes qui sont effectivement également très des connaisseurs. Donc, on a tout intérêt à effectivement se documenter de manière permanente, régulière. On n'a jamais acquis une fois pour toutes la formation. Mais donc, ce sont des journées qui varient, comme vous l'aurez compris. Si on est en voyage et qu'on fait du guidage pendant une semaine avec les personnes, on dort avec eux, on repart le lendemain pour une nouvelle destination. Si on travaille à la demi-journée ou à la journée, eh bien, on restera sur place, on rentre chez soi, mais on peut commencer très tôt et terminer tard, étant donné qu'on a effectivement parfois des demandes également d'accompagner les groupes en soirée. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de journée type, et ce qui est quelque part, je trouve, quelque chose de très agréable parce que c'est toujours nouveau en réalité. Merci beaucoup, Monsieur Debac. Alors, je vais poser la même question à Monsieur Didier de Saint-Jean. Donc, quelle serait la journée type d'un guide touristique? Alors pour moi, en ce qui me concerne, c'est le guide accompagnateur, c'est de ça dont je vais vous parler. Une formation qui peut se faire tant en agent de voyage qu'en guide touristique, parce qu'on les retrouve des deux côtés. Nous allons travailler avec des agences de voyage. Alors une journée type, c'est quoi? Bien, vous allez simplement accompagner des gens en voyage. Parfois, ce sera simplement en Belgique. Vous allez faire un tour de Belgique de France ou des Pays-Bas, ou parfois, vous pouvez vous retrouver dans l'Ouest américain, dans les pays africains, peu importe. Parce qu'énormément d'agences de voyage, on parle de voyage culturel ici, demandent à ce qu'il y ait des accompagnateurs. Accompagnateur sert à quoi? C'est quoi une journée type? Eh bien, tout simplement, je vais vous dire. Quand vous allez acheter un t-shirt au magasin, vous payez le prix indiqué sur le t-shirt, non? Eh bien, c'est de ça dont il faut parler aux touristes. L'accompagnateur, c'est ça aussi, d'expliquer aux gens que dans certains pays, le prix qui est affiché n'est pas le prix que vous allez payer. En arrivant à la caisse, les taxes ne sont pas indiquées sur le prix, il faudra l'ajouter. Et vous allez gérer un peu tout ça. Comme ici, la photo, parce que vous la voyez, si on voit la photo avec l'autocar, eh bien, on explique en entrant sur un bateau, sur un ferry, qu'est-ce qui va se passer à bord, où les gens vont devoir s'installer, dans quel salon ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont trouver à bord comme service. Voilà, c'est tout ça. Bien sûr, il y a de l'information culturelle, on va parler de géographie, d'histoire, mais toute la journée, vous êtes là pour gérer le groupe. Veillez au bon grain, veillez à ce que tout se passe bien. Et c'est ça, l'accompagnement. C'est un plus pour que les gens soient accompagnés
dans toute leur démarche, dans toute la journée, et vous êtes un peu l'ambassadeur de l'agence de voyage. C'est souvent les agences de voyage qui vous envoient en accompagnement. Voilà, une journée type, ben, il n'y en a pas trop, ça peut être tout cool, ça se peut vous travaillez même pas, vous allez passer une super journée à boire des cocktails avec les clients en terrasse. Et malheureusement, vous aurez peut-être quelqu'un qui va tomber, ça peut être arrivé, quelqu'un qui va tomber, qui va se casser la jambe. Et là, votre rôle, ce sera d'appeler les secours, de l'assister, de faire les démarches, assurance et compagnie. C'est tout ça. Voilà, c'est une journée voilà, de voyage où vous êtes un peu à la difficulté, vous êtes à la fois l'accompagnateur, c'est-à-dire au service des gens, et en même temps, vous êtes un petit peu le chef. Hein, c'est vous qui connaissez le programme, c'est vous qui menez la barque. D'autres questions? Merci beaucoup, Didier. Alors, je vais repasser à Alain Debac, du coup, pour voir un petit peu, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer les avantages, les contraintes, et alors nous donner un petit mot d'explication sur les débouchés dans le métier de guide touristique. Alors, en termes d'avantages du métier, avec ce que j'ai déjà dit précédemment, vous aurez compris que c'est extrêmement riche vu cette diversité. Et je dirais qu'en 2 mots, on s'enrichit tant sur le plan culturel en étant guide ainsi que sur le plan social, puisqu'on rencontre énormément de personnes d'âge et de cultures différentes. Donc, ça peut être des groupes scolaires, ça peut être des associations culturelles, ça peut être des gens qui viennent de l'étranger et qui apportent, je dirais, toute leur culture. Ça, c'est un élément, mais aussi les partenaires et les gens avec qui vous travaillez. Si vous travaillez dans des musées, s'il y a une exposition, eh bien, vous allez vous enrichir grâce à toutes ces personnes qui ont fait des recherches et qui ont constitué l'exposition en elle-même. Donc, on est vraiment en contact avec une multitude de personnes, que ce soit des clients ou que ce soit des personnes qui ont réalisé les projets ou les endroits où vous allez. Et je ne vais pas parler de la nature, mais c'est également un volet évidemment très important. Donc, c'est vraiment un enrichissement, je dirais, social, mais un enrichissement culturel, parce que, bien sûr, que quand on va quelque part, comme je l'ai dit, il faut en permanence actualiser ces données. Il est clair, par exemple, il y a 2 ans, le pont de Gênes s'est écroulé. Il faut évidemment, quand on fait un parcours en Italie, se rendre compte qu'on va passer par d'autres régions par lesquelles on n'est pas encore passé si on a déjà fait ce genre de choses. Donc, mais c'est tous les jours qu'on a quelque chose de nouveau que l'on apprend et que l'on doit transmettre effectivement et être attentif à toute cette donnée. Donc, c'est vraiment un métier passionnant. Évidemment, il faut être curieux soi-même pour pouvoir transmettre tous ces éléments et avoir un bon sens pédagogique pour que les personnes puissent comprendre tout cela. Concernant les contraintes, peut-être que je poursuis, je suppose. Les contraintes, c'est que surtout, il faut être très disponible, très ouvert. Pour moi, ce n'est pas une contrainte, mais je sais que pour certaines personnes, en tout cas, on ne fait pas du 9-17, comme je l'ai mentionné. On peut commencer très tôt et terminer très tard et travailler le week-end. Ce sont des éléments, mais bon, pour certaines personnes, évidemment, ça peut être problématique quand on a une famille, des choses pareilles, il ne faut pas le cacher. Mais voilà, ce n'est pas tous les jours. Et puis, en tant qu'indépendant, vous pouvez évidemment ménager en décidant qu'à tel ou tel moment, vous travaillez moins ou pas pour que ce soit compatible avec une vie, je dirais, familiale. Bon, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, que si on fait le lien avec l'aspect financier, c'est peut-être pas le métier le plus rentable. Mais pour moi, c'est l'enrichissement, je dirais, plus culturel, comme je viens de mentionner, social, qui font que finalement, ça compense les aspects moins intéressants sur le plan financier. J'enchaînerai directement peut-être avec les débouchés, c'est ce que vous vouliez, je crois. Et donc, bon, je ne vais pas reprendre le problème de la situation Covid que nous connaissons. Néanmoins, c'est un métier, et on le voit bien, on est à l'arrêt comme tout le monde, et beaucoup depuis 1 an, mais tout le monde, et Claude Tasio vient de le rappeler, tout le monde a envie de voyager, tout le monde a envie de sortir, et donc dès qu'il y a un frémissement, on voit bien qu'il y a les groupes sociaux, associations qui nous contactent pour voir ce qu'on peut faire, évidemment en fonction des contraintes. Donc moi, je n'ai pas peur pour l'avenir du tout. Les gens voudront, alors soit on avait les gens qui venaient de l'étranger qu'on guidait, par exemple si je prends la Belgique, maintenant on guide les Belges en Belgique. Donc en fait, le public
la proportion entre les Belges, non-Belges, etc. est différente. Mais finalement, que ce soit à cette période-ci, ou avant, ou dans le futur, on a un public qui est là et qui est en attente de faire des tas de choses, de découvrir leur propre terroir, leur propre pays ou aller à l'étranger. Donc, si on est assez ouvert en tant que guide et qu'on est prêt à voyager ou à rester dans certaines parties, on a toujours du travail. Et depuis que je fais ce métier, et je terminerai par là, moi j'ai vu que le nombre de guides a très fortement augmenté dans notre pays. Mais en fait, je constate qu'on a de plus en plus de travail. Alors, je ne dis pas que c'est parfait pour tout le monde. Je ne voudrais pas mettre une image que positive. Il y a des personnes qui ont parfois... mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je crois que ça, c'est très important. Il faut diversifier pour être sûr que si jamais un créneau est perturbé, parce qu'il y a les musées qui ferment, que sais-je, etc., qu'on puisse retomber sur d'autres secteurs qui vous permettent de travailler. Donc, plus vous ouvrez vos possibilités et plus les chances s'ouvrent à vous d'avoir du travail. Et moi, je suis extrêmement confiant pour l'avenir. Je crois qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Bon, il faudra évidemment que tout se régularise puisqu'on accueille des personnes. Donc, il faut que la restauration, l'hôtellerie couvrent, bien sûr, sans quoi, effectivement, on est dans de mauvaises conditions pour accueillir les personnes, que ce soit locales ou étrangères. Rien que, par exemple, d'avoir des toilettes, ça pose un problème, même aujourd'hui. On est dans des villes et on ne trouve pas de toilettes accessibles quand on prend des cours, même pendant 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est tout à fait un petit détail. C'est pour vous dire que les choses vont s'arranger et il n'y a aucune inquiétude, en tout cas, pour suivre une formation comme ça et avoir des débouchés pour demain. Merci beaucoup, Alain Debac. Je vais reposer du coup les mêmes questions à Monsieur Saint-Jean. Didier, est-ce que vous pouvez un peu nous dire, de votre point de vue, quels sont les avantages et contraintes, et alors rapidement les débouchés? Je vais être rapide. Les avantages, mais il n'y a que des avantages. Alors maintenant, pas de langue de bois. La plupart des gens qui nous écoutent là, ici, maintenant, si vous êtes là, vous avez envie de voyager, non? Vous avez envie de bouger. C'est pour ça qu'on fait des études dans le tourisme, on fait le tourisme. Donc oui, bien sûr que vous allez bouger. J'ai voyagé, j'ai allé sur tous les continents. Là, j'ai visité des dizaines de pays par continent. Donc le gros avantage du métier, j'ai envie de vous dire que là où les gens payent pour visiter, pour voir des pays, vous allez être payé pour le faire. Et avec un salaire tout à fait, je dirais pour moi, honorable. En tout cas, l'accompagnement, quand il est dans les bonnes agences, ça ne paye pas si mal. Donc voilà, c'est un beau métier. J'ai jamais eu l'impression de travailler. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu une petite étoile. Si je devais me réincarner dans une prochaine vie, je demande à faire le même métier, c'est certain. Je change beaucoup de choses, mais pas ça. Les contraintes du métier, ouais, il y a de grosses contraintes. Par exemple, quand les clients vous aiment bien et qu'ils vous payent des verres, après 12 mojitos, c'est difficile. Il faut arriver à dire non, écoutez, j'ai bu assez, je ne pourrais pas me lever demain matin. Ça, c'est les vraies contraintes du métier. Non, mais je rejoins aussi Alain. C'est vrai que la vie de famille, dans ce cas-là, vous allez partir beaucoup. Mais il y a tellement de métiers où la vie de famille en prend un coup. Vous savez, les militaires, les gens dans le médical sont aussi des gens... Voilà, ça c'est la grosse contrainte du métier. Vous n'allez pas être tous les soirs chez vous. Vous ne pouvez pas être dans l'Ouest américain et chez vous. Voilà, ça c'est certain. J'ai vu une question passer à un moment donné. Vous parlez plusieurs langues, bah, au moins l'anglais. Hein. Pour l'accompagnement, oui, au moins l'anglais. C'est certain que c'est la langue véhiculaire des voyages accompagnateurs. Les débouchés, bah oui, il y en a parce que les gens, vous savez, nous sommes dans un système de plus en plus américanisé. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Et les gens sont de plus en plus assistés. Et donc, les gens aiment bien, quand ils arrivent à l'aéroport, qu'il y ait quelqu'un qui les accueille, quelqu'un qui va les accompagner, leur dire ce qu'ils doivent manger, où ils doivent manger. Les gens aiment ce genre de confort. Pas tout le monde, mais la plupart des gens, oui. Donc, oui, bien sûr, il y a de l'avenir, il y a des débouchés. C'est encore un métier où on peut trouver du boulot dans l'accompagnement, c'est certain. Merci beaucoup, Monsieur de Saint-Jean. Alors, j'ai passé la parole à Isabelle Guillain, donc, qui est auditrice justement en guide touristique. Et donc, Isabelle, pouvez-vous un peu nous dire comment se passe votre formation entre stage, cours et vie privée? Alors, justement, nous, c'est une formation un petit peu particulière dans le sens où il n'y a pas de stage en tant que tel, mais nous réalisons une
douzaine d'exercices pratiques sur l'année. Ça veut dire qu'on se voit attribuer un thème, une ville ou un thème genre l'environnement à Bruxelles. Et un élève doit coordonner cette promenade, ce guidage, et les autres vont aussi eux-mêmes travailler le sujet et faire une présentation. Donc, on est à la fois le guide et on écoute ce que les autres racontent. Donc ça, c'est un peu le stage que nous faisons et c'est quand même un travail important qui, moi, m'a surpris. Donc la formation, c'est sur 2 ans. On a donc une douzaine, je dirais, de ces sorties par an, dont on doit en faire 7 chacun. Donc ça fait 14 sur les 2 ans. Et c'est quand même un gros travail, je ne vais pas vous le cacher. Surtout que, par exemple, moi, je travaille encore à temps plein. Donc, il faut concilier les deux et ce n'est pas toujours facile, d'autant que ça se fait le dimanche, les cours le samedi. Donc, là aussi, il faut pouvoir concilier avec son travail et sa vie de famille. Et sinon, les cours théoriques que nous avons, bien, comme on a dit, il faut une grande culture générale. Donc, on fait de la géographie, de l'histoire. On étudie un peu, quasiment, je dirais, la Belgique dans son ensemble. Et il y a aussi des examens. Donc, c'est important de le dire aussi. Sinon, voilà, nous, on a la chance qu'on ait un petit groupe d'une dizaine cette année. On s'entend super bien, on s'entraide parce que, on l'a dit, hein, avec le Covid, ça n'a pas été facile d'organiser ces sorties. On ne pouvait pas sortir, on devait être à 4 ou bien à 10. Donc, c'était vraiment pas facile. Mais voilà, c'est vraiment très, très chouette. On apprend plein de choses et on apprend aussi à apprendre. Comme le disait Monsieur Debac, on ne doit pas rester sur ses acquis parce que peut-être que demain, un nouveau musée va ouvrir ou il y aura un nouveau thème qui va plaire aux gens. Par exemple, je sais pas, si on vous demande demain de faire le Bruxelles du chocolat, vous n'y connaissez rien en chocolat, il va falloir bosser et préparer. Donc, c'est aussi à ça que nous prépare la formation. Un tout grand merci pour votre témoignage. Et alors, c'est parfait, vous me permettez de faire une magnifique transition du coup vers les formations. Oh, pardon, non, il me reste un métier, excusez-moi. Donc, je vais redonner la parole à Claude Tasio pour le nouveau métier de concepteur de produits touristiques. Alors, Claude, ton micro. Voilà, j'ai ouvert le micro. Oui, alors, ce n'est pas nécessairement un nouveau métier, ça va être un nouveau métier pour le FP au niveau des formations, mais c'est un métier qui, pour moi, va avoir de l'avenir pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a la situation qui va exister au sein des agences de voyage et qu'on appelle créateur de produits touristiques et apporteur d'affaires. Ça veut dire, créateurs de produits touristiques, c'est des gens qui ont travaillé un certain nombre d'années ou qui ont une expérience sur le terrain ou qui ont suivi des cours dans le tourisme, etc., qui pourraient réaliser ce métier et avoir peut-être une âme d'indépendant, ne plus dépendre nécessairement d'une structure, agence de voyage, un patron, etc., qui pourraient devenir leur propre patron. Et je pense à des personnes qui seraient prêtes à faire ce métier habitant, par exemple. Pourquoi une jeune maman qui a envie d'élever son enfant pourrait très bien continuer dans le tourisme en faisant ce métier. Le problème, c'est qu'il faudra une certaine disponibilité parce que ce métier, ce ne sera plus nécessairement quelque chose qui va s'opérer pour la rencontre des clients dans des bureaux, mais on ira plutôt chez les gens. Parce qu'on va être beaucoup plus spécialisé par rapport aux demandes. Donc, on va voir comment ils vivent dans leur intérieur. On verra leurs enfants qui vont participer à un voyage. Ça veut dire que notre écoute et la formulation de nos solutions vont être totalement différentes, peut-être que quand ça se passe au sein d'une agence de voyage. Mais les agences de voyage pourraient être intéressées parce que, naturellement, il va y avoir une restructuration qui va s'opérer. Et le fait d'avoir des clients comme ça indépendants, il sera toujours pour nous, créateurs de produits touristiques indépendants, beaucoup plus sécurisés, et pour le client et pour nous, de les confier dans la réalisation du produit que nous avons créé à une agence de voyage. Donc, il y aura la partie création, organisation, et toutes les contraintes que je disais pour l'agence de voyage, naturellement, seraient supprimées puisqu'il n'y aurait plus cette gestion administrative, financière du programme qui serait confiée aux agences de voyage. C'est un nouveau métier qui va se développer
je crois, surtout avec la situation qui existe actuellement. Ça va concerner le leisure, le loisir, ça va concerner l'écologie, ça va concerner le business, ça va concerner les thématiques sportives, etc. Donc, on va avoir plein de domaines qui seront possibles confiés à des personnes qui ont plus cette âme d'indépendant. Super, merci beaucoup, Monsieur Tasio. Est-ce qu'il y a encore un petit mot à dire sur les débouchés éventuels? Mais les débouchés, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais le souci, bon, je parle pour moi, quand j'ai un client que je vais voir chez lui, etc., je sais encore à qui je vais confier actuellement à une agence de voyage. Donc, je ne suis plus dans l'agence de voyage nécessairement pour le faire d'une façon traditionnelle. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que je suis apporteur d'affaires déjà pour d'autres pour l'instant. Donc, je crois que avec des contacts que j'ai déjà eus avec certaines personnes, c'est dans cette voie-là qu'ils doivent se diriger parce que c'est dans leur gène de vie quotidienne d'être indépendant et d'être créatif. Merci beaucoup. Alors du coup, je vous propose de passer aux formations et donc je cède la parole à Vinciane Hervers qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà, bonjour à tous. Alors, moi, je vais effectivement vous parler plutôt des données pratiques au niveau des formations. Alors, je vais commencer finalement un peu dans la même chronologie. Alors, pour agent de voyage, la formation est une formation qui dure 2 années. Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez être en possession d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur. Donc, on parle ici d'une 6e générale, une 6e technique, une 7e professionnelle. Pas de problème si vous n'avez pas ce certificat d'enseignement secondaire supérieur, vous pouvez présenter un examen d'entrée, donc pas de souci. Les cours sont donnés à raison d'une fois par semaine, donc 8 heures par semaine, le mardi. Alors d'habitude c'est après-midi soir, il y a quelques matinées, mais bon, ça vous aurez la chance de découvrir tout ça par après. Au niveau des guides touristiques, donc la formation également en 2 ans, même conditions d'accès, CESS ou examen d'entrée. Vous avez également, donc, comme Isabelle l'a dit, donc les cours 8 heures par semaine, le samedi en journée, donc toute la journée, 9h, 16h30. Et la spécificité, c'est qu'effectivement, il y a à peu près une douzaine de dimanches qui sont consacrés vraiment aux exercices pratiques sur le terrain. Et donc, voilà, c'est des exercices, comme Isabelle l'a dit, qui vous demandent aussi, par ailleurs, de la préparation. Je vais passer à la nouvelle formation, concepteur de produits touristiques. Là, c'est une formation qu'on propose en 1 an. Cette formation sera accessible à toutes les personnes qui ont fait chez nous la formation d'agent de voyage. Il y a également toute une série de diplômes que vous pouvez voir à l'écran, des baccalauréats, master en tourisme. Mais bon, voilà, il y a toute une série de diplômes. Je pense que si vous avez aussi minimum 3 ans d'expérience dans le métier, ben voilà, n'hésitez pas, il y a des dérogations possibles. On peut adresser votre candidature à un conseiller pédagogique et donc voilà, c'est une formation qui est assez ouverte pour le moins que vous ayez envie de développer ces compétences. Les cours auront lieu normalement le mardi et le jeudi soir et éventuellement quelques samedis. Voilà en tout cas en gros si j'ai pu brosser voilà, les conditions d'entrée à la formation. Vous n'hésitez pas à aller revoir nos fiches métiers sur le site internet. Et si vous avez encore des questions après ça, vous n'hésitez pas, on aura un moment, un espace tout à l'heure, ou sinon un petit mail à paul.service@efp.be. Je pense que mon collègue Sylvain va vous mettre l'adresse mail dans le chat. Vous pouvez nous poser toutes vos questions et on y répondra volontiers en fonction de votre situation particulière et de vos questions individuelles. Merci beaucoup, Vinciane. Du coup, je vous propose de passer à la pratique en entreprise et je cède du coup la parole à Madame Fournil.
Oui, bonjour à tous. Voilà, je pense que la grande richesse de ce système, c'est justement de pouvoir apprendre un métier dans une entreprise et on propose notamment une convention de stage. Cette convention de stage se déroule en général sur 5 jours semaine, 4 jours en entreprise, 1 jour au cours. Cette convention de stage est conclue à concurrence de 38 heures semaine, donc l'équivalent de 30 heures en entreprise. 16 heures en entreprise sont chapeautées par un tuteur, donc qui est soit le chef d'entreprise ou une personne nommée en tout cas à ce titre. Et notre grande demande, avant toutes les autres obligations, c'est de vous former. Donc ce n'est pas pour combler un trou d'un contrat de travail ou d'une personne qui pourrait en tout cas être productive à ce titre-là. Non, c'est vraiment un accompagnement que va effectuer le tuteur en entreprise nommé. Alors, ce tuteur en entreprise doit vous, en tout cas, mettre des mots sur une pratique professionnelle. Il doit pouvoir répondre à vos questions, faire le parallèle entre ce que vous faites en centre de formation, entre vos cours. Donc, vous préparez aussi aux examens. C'est vraiment important qu'il y ait cet accompagnement pédagogique, c'est un professeur de pratique. Donc, si vous voulez, c'est une démarche tout à fait inverse de ce qu'on ferait dans un enseignement de type plus académique. Alors, cette convention de stage, il y a des obligations tant pour le patron et des devoirs et des obligations pour le stagiaire aussi. Alors, les obligations pour le patron, c'est de vous déclarer à l'ENSS, c'est de vous payer une allocation minimale. Lors de votre première année d'études, elle sera fixée à 464 €, la seconde année à 785. Il doit intervenir dans vos frais de transport domicile-entreprise, respecter l'horaire donc établi, vous assurer contre les accidents de travail, s'affilier auprès d'un service de médecine du travail, vous octroyer 20 jours ouvrables de congés légaux sur l'année et vous libérer au plus tard à 16 heures la veille d'un examen. Quand on parle de 38 heures semaine, il faut aussi dire que heures de cours comprises, donc ça signifie que lorsque le centre est fermé, vous êtes en entreprise 38 heures semaine. Je pense notamment aux congés d'été, aux congés de Pâques ou des vacances de Noël. Il y a 3 mois d'essai, donc moyennant une semaine de préavis de part et d'autre, on peut arrêter ce stage. Il faut aussi se dire que ce contrat de formation est signé avec un délégué à la tutelle. Alors là, je vais un peu rebondir sur ma fonction, qui est une fonction de guidance, d'encadrement et de respect aussi des termes du contrat, donc de la réglementation en vigueur. Vous ne devez pas hésiter à nous contacter, évidemment, vite oblige, c'est un peu différent. Donc, d'habitude, nous avons des permanences auxquelles vous pouvez vous rendre sans rendez-vous. Ici, les choses, le contact est plutôt d'ordre téléphonique ou mail. Nous venons aussi en entreprise, voir un peu comment les choses se passent. Il faut savoir aussi que les entreprises sont visitées afin d'établir une capacité formative, c'est-à-dire un nombre de personnes, de stagiaires que l'entreprise peut se permettre de former. Il est important aussi qu'il n'y ait pas non plus pléthore de stagiaires parce qu'on ne pourra pas s'occuper correctement de vous. Donc, c'est vraiment important que toutes ces règles soient bien respectées. Donc, n'hésitez pas à venir trouver votre délégué à la tutelle et à poser toutes les questions nécessaires. Vous, de votre côté, vous avez quand même quelques obligations aussi à respecter. Vous devez aller au cours. Ça, c'est vraiment la demande principale. On vérifie, en tout cas, si vous y allez, et on intervient si des soucis d'absence se posent.
propose. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous devez réussir vos examens aussi, hein. Donc, ça, c'est quand même le but premier, en tout cas, de cette formation. Et il y a aussi un système d'évaluation qui est mis en place tant du côté du maître de stage que du stagiaire. Donc, tout ça, en tout cas, on essaye de baliser un maximum pour que les choses se passent le mieux possible. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, je mets un peu la pression, je suis désolée, mais le temps file et je vois qu'on a quand même pas mal de questions dans l'espace de chat, notamment relatives au stage. Donc, je vous propose de passer aux questions-réponses et on pourra du coup aborder les questions des personnes plus spécifiquement. Sylvain, je te laisse la parole. Oui, donc effectivement, Charlotte, on a déjà reçu pas mal de questions. Donc, une première question qui s'adresse plutôt à M. Debac et M. Saint-Jean. Donc, Mme Corinne Schwerz nous demande justement, quand on est indépendant, comment fait-on pour obtenir une mission de guide touristique? Ce n'est pas tellement difficile. Il faut comprendre, ça marche vraiment un petit peu comme les métiers d'artiste, hein. D'ailleurs, il y a pas mal de points communs. En fait, vous vous mettez au service d'agence, un peu comme, je vous dis, un acteur, un chanteur se met sous tutelle d'un impresario. Nous avons cette possibilité-là. Nous nous mettons au service d'agences, agences de guides. Et c'est eux, finalement, qui vont gérer, qui vont vous donner du boulot, hein. Ils vont avoir des demandes, les entreprises, les écoles, associations vont les trouver. Et eux, ils vont dispatcher, on prend un mot un peu anglais, dispatcher le travail. C'est une des façons d'avoir du boulot. Vous pouvez maintenant aussi chercher votre propre clientèle. Il y en a qui le font. Pas d'agence. Je vais moi-même démarcher et chercher chez les gens qui pourraient avoir besoin d'un guide touristique. Mais la formule la plus classique, la plus traditionnelle, est celle que je viens de vous dire. Vous mettez au service d'agences de guides, voilà, et vous êtes payé à la prestation comme un artiste. Finalement, c'est un peu un petit artiste. Voilà. Ok, super. Je compléterai peut-être juste un mot. Donc, ce que Didier a dit, c'est évident que c'est la plus grosse partie de ce qu'on peut avoir comme mission, mais il y a également des institutions comme les musées, hein, où on peut également aller proposer ses services. Et le nombre de musées en Belgique, par exemple, s'est agrandi, le nombre est devenu beaucoup plus important que dans le passé. Donc, il y a beaucoup de guides qui restent à la fois à l'extérieur, des missions sur le terrain et également dans les musées. Donc, il y a les associations touristiques à Bruxelles. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'une dizaine. Donc, il y a de plus en plus d'associations qui recrutent des guides pour tel ou tel type de mission. Donc, voilà, rien qu'à Bruxelles, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé depuis une dizaine d'années. Ok, super. Merci pour vos réponses. Alors, on a ensuite Anne Barbier qui a plusieurs questions, donc plutôt pour Monsieur Tazio. Donc, elle demande comment fait-on pour trouver toutes les informations utiles pour l'organisation d'un voyage? Est-ce que tout se trouve par Internet? Doit-on aussi avoir déjà visité un pays ou une région pour être capable d'y organiser un voyage de qualité? Et enfin, elle demande s'il faut savoir parler plusieurs langues pour pouvoir exercer ces métiers du tourisme. Oui, Claude. Tu entends? Oui. Oui, on t'entend. Oui, c'est bon. Alors, ça dépend un peu quelle formation. C'est Madame Barbier, hein, ou Mademoiselle Barbier, qui pose cette question. Parce que, naturellement, si c'est la formation d'agent de voyage, c'est une filière qu'il faut d'abord suivre parce qu'il y a un cursus très, très précis pour obtenir le diplôme. Si c'est une question qui concerne plus la nouvelle formation qui va être lancée de créateur de produits et apporteur d'affaires, ça c'est autre chose, c'est quelqu'un qui serait déjà dans le métier. Mais à mon avis, d'après sa question, elle est à la recherche d'un contenu de formation. Donc elle doit repartir en première année agent de voyage et faire les 2 ans. Et comme ça, elle aura une formation complète sur justement les questions qu'elle se pose. Le souci, c'est que les langues ne sont plus données maintenant dans les cours d'agent de voyage, mais que c'est un apport important dans la mission. Pourquoi? Parce que nous recevons des demandes des clients francophones, mais nous devons interroger des opérateurs à l'étranger qui parlent anglais ou espagnol.
par exemple. L'espagnol, peut-être, c'est moins important parce que généralement, les agents de voyage parlent l'anglais également, mais l'anglais devient quand même quelque chose d'indispensable. Et si on veut avoir un public plus large encore, surtout si dans la région de Bruxelles, il ne faut pas oublier les Flamands, hein, les néerlandophones, parce qu'ils parlent de moins en moins. Le français, peut-être qu'ils parlent anglais avec nous, mais il y a quand même cette distinction qu'il faut établir. Donc, les langues, c'est très important. Et les acquis, c'est au cours de la formation. Si mademoiselle ou madame Barbier parle de cette nouvelle formation qui est en cours, là, il y a déjà une expérience qu'elle va découvrir. Et au cours, on apprend aussi à aller rechercher les informations de création de produits touristiques des producteurs aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Ça fait partie des cours que l'on donne. Ok. Et alors, cette même personne demandait aussi, Claude, quelle est la différence entre un agent de voyage et un concepteur de produits touristiques? Eh ben, donc, l'agent de voyage, c'est plus celui qui va avoir une structure. C'est fondamental d'ailleurs à cette question-là. Il va avoir sa structure, un lieu où il va accueillir les clients. Il va avoir des responsabilités bien précises par rapport à ce que le client va venir lui demander de construire. Il a obligation de résultat. Donc, il va proposer un programme, obligation de résultat. Et des choses qui peuvent tourner mal à certains moments. Donc, c'est pour ça qu'on nous oblige à avoir une assurance contre l'insolvabilité. Dans le cas du Covid pour l'instant, les clients qui sont passés par agence de voyage pour faire des réservations de programmes qu'on appelle package, hein, donc les vols, les hôtels, etc., et bien, tout ça, en principe, est couvert par notre assurance contre l'insolvabilité. Et quoi qu'il arrive à l'agence qui aura vendu le programme, le client sera un jour remboursé si le dossier a bien été réservé et bien facturé. Et donc, alors que dans l'autre partie, la nouvelle formation qu'on va lancer, le concepteur de produits touristiques, là, c'est quelqu'un qui va concevoir un produit et qui se fera rémunérer pour la conception du produit, qu'il confiera à une agence de voyage pour que l'agence de voyage établisse toutes les réservations, reçoive l'argent des clients pour payer ces réservations. Donc, toute la facture de la suite du programme sera établie par l'agence de voyage, donc le client sera protégé par l'agence de voyage. Mais la création sera faite par le guide touristique. Ok, super. Merci Claude pour toutes ces informations. Alors, j'ai encore Madame Barbier, donc il y a encore une question ici, mais plus pour Catherine Fournil, donc par rapport au stage. Donc, elle nous demande si nous travaillons en parallèle de la formation, il est difficile de faire un stage de 30 heures par semaine. Est-ce possible de faire un stage, par exemple, de 1 jour par semaine? Non, ça, ce n'est pas possible. Le minimum est en moyenne 28 heures par semaine, est vraiment le minimum pour pouvoir conclure une convention de stage. Ok, d'accord. Et alors, j'ai encore une question ici. Je vais plutôt demander à ma collègue, Madame Hervers, pour être sûre de la réponse, que je ne suis plus pas trop sûre. Donc, Madame Alexandra Louam qui demande, est-il possible aussi la formation en congé éducation payée? Alors, je n'avais pas l'information non plus, je l'ai relayée à un autre collègue qui est encore en backstage. Et donc, non, ce n'est pas possible. Pour ces métiers-là, malheureusement, les congés éducation payés ne sont pas actifs. Ok, super, c'est ce que je pensais aussi. Parfait. Voilà, donc pour l'instant, pas d'autres questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions. Comme Charlotte l'a annoncé en début d'atelier, donc je vais vous mettre donc l'adresse email du pôle. Comme ça, si vous avez encore des questions dans l'administratif pour votre inscription par rapport au cours, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail. Et moi et mes collègues, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Sylvain. Du coup, je me permets de reprendre la main. On a parlé beaucoup des métiers, des formations, des stages. Voilà, donc si vous avez l'envie de vous inscrire en formation, c'est tout à fait possible, mais à partir du 10 mai. Donc, on se laisse un petit délai. Pour ce faire, rendez-vous sur le site de l'EFP, www.efp.be. Vous aurez un onglet du coup inscription sur lequel vous pouvez cliquer. Et là, on vous demande juste d'être attentif à bien remplir le formulaire d'inscription formation adulte et non pas les formulaires d'inscription formation jeune qui ne correspondent pas aux formations que vous avez vues durant cet atelier.
J'en profite également pour vous lancer un petit sondage. Donc, le projet de l'e-tour des métiers est un projet assez novateur et donc votre avis nous intéresse pour savoir voilà, comment on peut l'améliorer pour les futures années. Donc, n'hésitez pas à remplir le petit sondage qui s'affiche sur vos écrans. De mon côté, je continue. Donc, si vous avez des questions d'ordre général, ou si on n'a pas répondu à vos questions aujourd'hui, n'hésitez pas à recontacter l'EFP. Alors, pour des formations relatives au pôle service, les collègues vous ont donné les informations. Pour des informations plus généralistes, vous avez le mail de l'info accueil, donc info@efp.be, ou par téléphone au 0800 85 210. Alors, l'EFP est assez présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre et à vous abonner sur nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Alors, je m'attarde un tout petit peu sur notre chaîne YouTube. L'ensemble des ateliers de l'e-tour des métiers sont disponibles en replay. Si vous voulez les voir, si vous n'avez pas pu participer au début de cet atelier, pas d'inquiétude, tout est enregistré et donc ce sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour. Donc voilà, notre atelier se termine. Nous avons passé une petite heure ensemble. Ça a été un plaisir de vous accueillir. À un moment donné, nous étions 25 participants tout à l'heure. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Un grand merci à nos formateurs d'avoir été présents. Merci également aux éditeurs de s'être rendus disponibles. Et merci au personnel de l'EFP et du SFPME pour leur présence et leurs réponses à vos questions. Alors, l'e-tour, ce n'est pas fini. Nous avons encore des ateliers et ce soir et demain. Peu, je vous avoue, il en reste 3-4. Si jamais vous êtes intéressé par une autre thématique, que ce soit la reconversion professionnelle, les stages, l'alternance ou d'autres métiers, je vous invite du coup à revoir les vidéos en replay. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On approche tout doucement de l'heure de l'apéro. Donc du coup, je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit et au plaisir de vous revoir bientôt. Un bon mojito pour Didier. Avec grand plaisir. Ah, j'y pensais au mojito. Ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt à tous. Oui. Au revoir, merci. Au revoir.